Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est un sujet assez général et en même temps très concret, très précis aussi. Comment vivre plus longtemps et en bonne santé? C'est une question qu'on se posera peut-être tous et toutes un jour ou l'autre dans notre vie. Et quand on y pense, en un siècle, on a gagné en espérance de vie une trentaine d'années. C'est absolument phénoménal. Jamais dans l'histoire de l'humanité, cela s'était passé. Et donc, c'est une bonne nouvelle dans un sens. La moins bonne nouvelle, je pense que nos systèmes de santé sont encore des systèmes de santé qui s'intéressent davantage aux malades qu'à la santé elle-même, bien que la science sait maintenant et de plus en plus que ce n'est peut-être pas la façon optimale de vivre longtemps et de vivre en santé, de se concentrer uniquement quand la maladie arrive, de prendre soin de notre santé lorsqu'on est malade. Peut-être que c'est intéressant aussi d'agir en amont. Je vais donc vous proposer des conseils, des astuces. Souvenez-vous que ces conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé et vous devez adapter tous ces conseils à votre propre condition physique. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. C'est normal à votre âge, il est aussi question de vivre plus longtemps et Lève-toi et marche. Alors ce sont 3 livres dans lesquels vous allez trouver beaucoup des conseils que je vous donne aujourd'hui et d'autres. Et vous pouvez vous les procurer un peu partout au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. J'avais envie de vous parler d'assurance tout risque, pour le dire comme ça. C'est une étude que j'ai, en fait, c'est inspiré d'une étude que j'ai lue vraiment tout récemment, une étude canadienne, mais les informations que je vous donne aujourd'hui pourraient être transposées à d'autres pays de la francophonie, mais bon, l'étude a été faite au Canada. Je vous montre le titre. Vous me demandez souvent les références, alors vous pourrez trouver facilement l'étude. Alors vous pouvez la lire, mais on a évalué 51 facteurs de risque sur la longévité au Canada. Et aussi, on a trouvé un modèle mathématique pour trouver d'autres informations, mais je voulais surtout vous parler des différents facteurs de risque et on en a évalué 51 et on a tenu compte aussi de 270 maladies. Alors, c'est une étude qui a vraiment été faite de façon très approfondie. On a des informations encourageantes aussi et concrètes pour nous motiver aussi à prendre soin de notre santé et non pas d'attendre d'être malade pour essayer de retrouver la santé. Et notre premier réflexe, c'est souvent d'aller voir le médecin lorsqu'on est malade, mais avant de traiter la maladie, peut-être que si on s'intéressait aux facteurs de risque et ces facteurs de risque étaient éliminés, peut-être que ça ferait une certaine différence. Et oui, il y a les médecins qui peuvent et les médecins et les professionnels de la santé, les infirmières et les physios, les kinés. Mais la première personne qui peut vous aider, c'est vous, en fait, et c'est vous qui détenez les meilleurs outils pour prendre soin de cette santé. Et on va parler donc de facteurs de risque. Alors, si tous les facteurs de risque étaient éliminés, alors là, c'est une utopie, évidemment, dans une population, en l'occurrence la population canadienne, l'espérance de vie augmenterait de combien, selon vous, si l'espérance de vie au Canada est quand même déjà relativement élevée. Alors, si on éliminait tous les facteurs de risque, on gagnerait combien en nombre d'années de vie? Et l'étude ne nous parle pas de la qualité de vie, mais on pourrait aussi présumer que ce nombre d'années supplémentaires serait aussi probablement passé en meilleure santé. Alors, je vous montre la réponse. Moi, je trouve ça assez impressionnant comme chiffre. Alors, si tous les facteurs de risque étaient éliminés, chez les hommes, parce qu'il y a une distinction entre les hommes et les femmes, on aurait une augmentation de vie dans la population de 6,26 années, on va dire 6 ans pour les hommes, et pour les femmes, et là, Joël, vous avez répondu à la question 5 ans en général. Brigitte, vous répondez la même question. Il y a Deline qui parle de 130 ans. Je ne pense pas qu'on irait jusqu'à 130 ans. Il y a Evelyne qui parle de 10 ans. Il y a Linda qui parle de 20 ans. Alors, les réponses fluctuent, mais on a quand même une espérance de vie de 6 ans. Et on n'oublie pas que l'espérance de vie qu'on nous
l'espérance de vie qui fait le plus souvent parler d'elle, c'est l'espérance de vie à la naissance. Donc, j'arrondis vraiment beaucoup, plus ou moins 80, mais l'espérance de vie à 65 ans, si vous êtes en bonne santé à 65 ans, mais votre espérance de vie, elle est quand même supérieure. Alors, on augmenterait l'espérance de vie de la population au complet de 6 ans et chez les femmes, on augmenterait l'espérance de vie de la population de 5 ans. C'est absolument énorme. On n'oublie pas, par exemple, que pendant la COVID, plutôt à cause de la COVID, l'espérance de vie de plusieurs pays a diminué et a diminué quand même considérablement. Et on est vraiment plus dans une pente descendante quant à l'espérance de vie que dans une pente ascendante. Alors, de contrôler les facteurs de risque, c'est vraiment quelque chose qui est très gagnant. Et là, on ne parle pas des coûts de santé qu'on économiserait, de notre qualité de de nos systèmes de santé qui seraient vraiment meilleurs. Il y a dans l'actualité ici au Canada et au Québec particulièrement des scandales, des choses qui se sont passées aux urgences en raison du débordement dans les urgences. Mais lorsqu'on parle de ces sujets-là, on a l'impression qu'au Québec, c'est particulier au Québec, mais c'est particulier à personne. C'est ce qui se passe un peu partout. C'est vrai en France et dans d'autres pays de la francophonie. Et n'hésitez pas à écrire des commentaires si chez vous, le système de santé déborde aussi. Mais une des raisons, c'est à mon sens, c'est qu'on ne s'intéresse pas suffisamment aux maladies chroniques et à la prévention de ces maladies-là plutôt que d'attendre d'être malade, comme je le disais. Je vous montre c'est vraiment tiré de l'étude. Alors, je n'ai pas traduit. J'ai pas traduit les items, mais je vais vous les présenter. Alors, certains facteurs de risque, il y en avait 51, mais je vous montre en gros ce que c'était. Alors, on avait la haute tension artérielle, le tabagisme, on avait aussi l'alimentation, si on consomme plus de fruits ou moins de fruits, si on consomme beaucoup, par exemple, de charcuterie, la quantité de sel qu'on va aussi consommer, si on pratique de l'activité physique ou non, de l'alcool. Alors, il y avait vraiment une très longue liste de facteurs de risque. Et c'est une étude qui est vraiment, vraiment très, très intéressante. Et encore une fois, on s'est intéressé à la longévité, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout dans une seule étude, mais pour ce qui est de la qualité de vie aussi, ça serait en fait très, très intéressant d'avoir la même étude, mais dans un contexte de qualité de vie. Alors, je vous pose une autre question. Le plus grand avantage, plutôt, proviendrait de l'élimination du tabagisme et de la haute tension artérielle. En fait, je ne vous poserai pas la question, je vais vous donner l'information. Et pour ce qui est du tabagisme, les chercheurs ont démontré que chez les hommes, en réduisant ou en éliminant le tabagisme, on gagnerait 2 années et demie pour arrondir un peu, ce qui est énorme. Et pour ce qui est des femmes, si on réduisait ou on éliminait plutôt la tension artérielle ou la haute tension artérielle, devrais-je dire, on gagnerait à peu près 1 an et demi pour ce seul facteur de risque. Alors, c'est vraiment très, très concret. On n'oublie pas que l'espérance de vie chez les femmes, elle est plus élevée que chez les hommes. Donc, on peut peut-être en déduire qu'en contrôlant mieux les facteurs de risque, mais le décalage, la différence entre les hommes et les femmes s'amenuiserait. C'est peut-être pour ça qu'on a plus de gains chez les hommes, du moins dans les chiffres que je vous présente, notamment parce que l'espérance de vie des hommes, elle est plus élevée. Et je vous montre une autre diapo aussi. Une question, en fait, est-il trop tard pour bien faire si vous avez 60, 70, 80? Est-il trop tard pour bien faire pour prévenir certains facteurs de risque? J'ai beaucoup de mes patients qui ont, par exemple, de l'arthrite rhumatoïde, qui est une maladie systémique, et ces personnes se sentent un peu oubliées ou démunies. Elles se disent, je suis peut-être un peu trop tard pour m'occuper de ma santé, j'aurais dû le faire avant. Oui, c'est vrai, on peut commencer plus jeune à prendre soin de sa santé et c'est une des motivations que j'ai, en fait, de vous présenter toutes ces vidéos pour vous motiver aussi, pour vous inciter à prendre soin de votre santé. Mais dans cette étude que je vous présente, les chercheurs répondent à la question « Est-il trop tard pour bien faire ?» Et voici leur réponse. Chez les personnes à haut risque, la réduction de l'exposition aux facteurs de risque pourrait améliorer l'espérance de vie de plusieurs années, même à un âge relativement avancé. Et ça, il faut se souvenir de ça. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et lorsque vous voulez calculer, ou plutôt réduire les facteurs de risque, je vous en montre quelques-uns. Alors, vous pouvez faire de l'activité physique, que ce soit de la natation, que ce soit de la marche. Si vous êtes à mobilité réduite, il y a toujours un moyen de faire plus d'activité physique si vous en faites
peu, on y va toujours progressivement. Consommation de fruits. Dans l'étude, on a évalué les personnes qui mangent plus de fruits et légumes et il y avait une réduction aussi de plusieurs maladies chroniques liées à une consommation accrue de fruits et légumes, les grains entiers, le sel, la consommation de sel, vous le voyez évidemment, on le sait, c'est pas très bon notamment pour vos artères, pour le système vasculaire, les charcuteries, la haute tension artérielle et l'IMC. Ces facteurs de risque qui sont illustrés par des symboles, vous voyez qu'il y a des facteurs de risque qui sont positifs, comme la consommation de fruits, et d'autres négatifs, comme le tabagisme, mais ça a été le choix des chercheurs. Et si je vous posais la question, et vous, quel serait votre choix? Si vous aviez à vous intéresser à un ou deux facteurs de risque, ce n'est pas nécessaire de l'écrire publiquement, vous pouvez aussi le faire, mais ce serait quoi votre premier choix? Soit de tenter de diminuer ces effets. Il y a Bridget aussi qui répond, et c'est vraiment très pertinent. Ça n'a pas été évalué dans l'étude. Moins de stress. Effectivement, parfois c'est difficile. On peut diminuer notre stress, on peut aussi diminuer notre rapport au stress, comment on réagit au stress, mais quel élément choisiriez-vous dans ces facteurs de risque, soit pour diminuer ce risque, ou soit de le surveiller, de faire une certaine surveillance. Dans mon cas, j'essaie de maintenir un niveau d'activité physique relativement élevé, mais à certains moments de la vie, de certaines périodes de nos vies, il se passe certaines choses et il y a un terrain glissant et on peut diminuer peut-être par exemple, le nombre de minutes d'activité physique, alors de garder certains facteurs de risque en mémoire et de surveiller tout ça pour s'assurer que nos habitudes de vie, que nos comportements, nos choix aussi correspondent à ça. Et l'objectif, c'est vraiment de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et cette étude qui est réalisée par des chercheurs canadiens nous permet de vraiment nous dire, oui, il y a des choses à faire, premièrement, et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, et de briser cette croyance qu'on a, qui est vraiment imprégnée dans nos mentalités, en tout cas collectivement, que on va bien jusqu'à ce qu'on soit malade, et quand on est malade, on se fait traiter. C'est une façon assez, à mon sens, dépassée de percevoir notre santé. Je pense qu'on doit encourager, maintenir et stimuler cette bonne santé. Et on sait que c'est probablement la façon la plus efficace de le faire. Et ces choix qu'on fait, c'est vraiment, on se paye finalement une assurance, tout risque. On pourrait parler aussi de la génétique, qui est un vaste sujet. Oui, on est plus à risque de certains problèmes de santé si nos deux parents ont eu ce problème de santé-là, par exemple. Mais il y a aussi l'épigénétique. Ça aussi, c'est un sujet complexe, mais l'influence de nos comportements, de notre environnement, de la qualité de l'air, mais aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Donc, tout ça a une influence sur notre génétique. Nos gènes ne sont pas passifs face à tout ça. Alors, on a même un rôle à jouer lorsque génétiquement, on est plus à risque, par exemple, de certains problèmes de santé. Je vous remercie pour votre attention. C'est toujours agréable de vous présenter ces contenus. J'espère que ces contenus vous auront été utiles, vous aideront aussi à vivre en meilleure santé, à vivre plus longtemps, vous aideront peut-être aussi à vous motiver pour poser un geste aujourd'hui, peut-être aussi demain. N'hésitez pas à réécouter ce direct ou les fragments de la vidéo. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous le savez, ces contributions sont essentielles à la pérennité de l'offre que je vous présente sur le web. J'ai publié plus de 700 vidéos, j'ai envoyé des centaines et des centaines d'infolettres. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques sur des problèmes de santé précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres, vous le savez, sont disponibles aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander mes livres vraiment en version papier à cette librairie ou aller les chercher en personne si vous habitez pas trop loin de Paris, et vous allez trouver aussi, comme je le disais, beaucoup d'informations sur mon site web. Alors, je vous dis peut-être à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire aussi pour vous préparer de prochains directs et de prochaines vidéos. Alors, merci et à une prochaine fois. Au revoir.